Bienvenue à tous dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, 52 vendredis que les Algériens se mobilisent, une contestation d'ampleur et de durée inédite pour le pays. Nous reviendrons dans ce journal sur la naissance de ce mouvement. Une sécheresse extrême touche l'Afrique de l'Est depuis plusieurs mois. Le désert du Kalahari au nord de l'Afrique du Sud est aussi touché. Vous verrez les conséquences sur les animaux qui ont été décimés et sur le tourisme local. Et dans ce journal, nous irons à Kinshasa où se tient la 7e édition de la Fête du Livre, un événement incontournable de la vie culturelle congolaise. Cela fait 52 vendredis que nous comptons, semaine après semaine, la mobilisation contre le pouvoir en Algérie, un mouvement populaire de contestation sans précédent dans son ampleur et dans sa durée. Le Hirak a commencé le 16 février 2019 à Kerata et a conduit à la chute du président Bouteflika au pouvoir depuis près de 20 ans. Retour sur ces semaines de mobilisation avec James Vazina. 52 semaines et les manifestants ne lâchent rien. Un rassemblement anti-gouvernement qui devient rapidement une contestation contre l'élite qui tient les rênes du pouvoir. Au centre du mouvement, l'annonce du président Abdelaziz Bouteflika de briguer un 5e quinquennat. Au bout du 6e vendredi dans les rues, drapeau algérien à la main, les manifestants célèbrent une première victoire. Bouteflika démissionne. Mais même s'ils ont renversé celui qui dirigeait le pays depuis 1999, et alors que les tenants de l'ancien régime s'accrochent au pouvoir, ils ne relâchent pas la pression. Les autorités procèdent à l'arrestation de plusieurs proches de l'ancien président, des hommes d'affaires, des politiciens et son frère Saïd Bouteflika. Repoussé à 2 reprises et contre la volonté des manifestants, l'élection présidentielle a lieu le 12 décembre. Je vous annonce les résultats du scrutin. Abdelmajid Tebboune a obtenu une majorité de 58,15% des voix. Le scrutin, boycotté par une large partie de la population, enregistre une abstention de près de 60%. Les contestataires rejettent le résultat et soupçonnent le chef d'état-major Ahmed Gaïd Salah de vouloir préserver le système en place. Tebboune est un pantin. Nous sommes venus dire qu'il n'y a pas de président et le mouvement ne s'arrêtera pas. Les politiciens ne nous représentent pas. Ils ont choisi leur propre président et nous ne céderons pas. Quelques jours plus tard, Gaïd Salah succombe à une crise cardiaque. Et le président Abdelmajid Tebboune nomme une commission pour réviser la Constitution dans le but d'équilibrer le pouvoir et combattre la corruption. Après avoir gracié plusieurs milliers de prisonniers et tenté d'ouvrir le dialogue avec les manifestants, le gouvernement peine encore à apaiser le plus grand mouvement de contestation depuis l'indépendance du pays. Nous l'avons vu, près d'une année que l'Algérie se mobilise. Pour Francis Gilles, chercheur affilié au Centre de relations internationales à Barcelone, le Hirak est un mouvement populaire qui concerne tout le monde et c'est ce qui fait sa force. On l'écoute. On est devant un mouvement sans précédent. Le peuple a fait irruption sur la scène algérienne, d'où il était absent depuis 1962. Et je ne vois pas qu'il quitte la scène, quelles que soient les élections, quelles que soient les réformes proposées par le nouveau président. Je vois mal le peuple quittant la scène, surtout que ce peuple a montré sa maturité. Il faut dire que les gens qui manifestent en Algérie depuis 1 an ne sont pas seulement les jeunes, ce sont les vieux, ce sont les gens qui ont 45 ans. C'est 3 générations qui manifestent, ce n'est pas seulement des jeunes. Mais ceci dit, les manifestants ont montré leur maturité de 2 façons. D'abord en refusant la violence. Il y a eu de la répression depuis 3 ou 4 mois, mais la répression est restée mesurée si on la compare à d'autres pays de la région. Et d'autre part, les manifestants ne cèdent pas aux provocations. La sécurité militaire en Algérie, depuis longtemps, cherche à diviser entre Est et Ouest, berbères et non-berbères, islamistes et non-islamistes. En fait, tout ce beau monde manifeste ensemble et en quelque sorte, le peuple algérien se sent plus peuple algérien probablement, malgré toutes les différences régionales, etc., qu'à n'importe quel moment depuis 1962. Donc, on est devant une force qui continue de s'exprimer et un gouvernement et une armée qui est là et que, bien évidemment, ils ne veulent pas déloger par la force.
Au Mali, 8 soldats ont été tués dans une embuscade tendue à Bintia, dans la région de Gao. 4 autres ont été blessés. L'armée malienne a aussi enregistré des dégâts matériels. Quelques heures plus tôt, dans la nuit de jeudi à vendredi, 21 civils avaient trouvé la mort dans une autre attaque, toujours dans le centre du pays, en proie à une spirale de violence djihadiste et intercommunautaire. L'actualité en bref et en images sur le continent. Le premier cas de coronavirus sur le continent africain a été enregistré en Égypte. Le ministère de la Santé a déclaré que le malade n'était pas égyptien, sans préciser sa nationalité. L'Organisation mondiale de la santé a été informée que le patient, qui ne présentait aucun symptôme, a été transféré à l'hôpital et placé en quarantaine pour y être soigné. Toujours concernant le coronavirus, une centaine d'étudiants ougandais sont confinés dans la ville de Wuhan, en Chine. Ils demandaient leur évacuation car manquant de vivres et d'argent. Kampala a proposé 61 000 $ afin qu'ils restent sur place. On connaît la date des prochaines élections législatives au Tchad, sans cesse repoussées depuis 2015. Elles se tiendront le 13 décembre prochain. Le Parlement actuel est largement dominé par la majorité présidentielle d'Idriss Déby. Au pouvoir depuis 30 ans, le président tchadien justifiait ses reports successifs de scrutin à cause de la menace terroriste de Boko Haram. Allons maintenant dans la région du Kalahari, une des plus désertiques au monde, au nord de l'Afrique du Sud. Une sécheresse extrême a tué de nombreux animaux, pourtant habitués au climat, et a aussi entraîné la disparition du tourisme dans plusieurs fermes. Certaines ont été contraintes de licencier leurs travailleurs, de fermer leurs portes en attendant désespérément la pluie. Nicolas Germain. En Afrique du Sud, dans la province du Cap-Nord, les gardiens de ce parc ne cessent de ramasser des carcasses. Cette réserve a perdu plus de 1000 bêtes en moins d'1 an. En cause, une extrême sécheresse. Les pluies ont été très faibles et cette réserve a dû annuler toutes les réservations de safari. Malheureusement, la sécheresse nous a obligés à mettre toutes nos réservations en attente. Nous ne pouvons pas prendre de réservation d'un client venant de l'étranger pour faire un safari et essayer de lui offrir le meilleur safari qu'il ait jamais eu, alors que les animaux ici sont très maigres et sont en train de mourir. D'habitude, cet employé repère les animaux pour les montrer aux touristes. Aujourd'hui, il passe son temps à ramasser des carcasses et nourrir les bêtes qui ont survécu. L'absence de touristes fait qu'il n'a plus de pourboire et ses revenus ont chuté. Cette année, pour acheter des livres scolaires aux enfants, j'ai dû emprunter de l'argent. Avant, je n'avais pas à faire ça. La situation a vraiment empiré. Non loin, ce fermier de 52 ans affirme n'avoir jamais vécu une telle sécheresse. Nos animaux souffrent vraiment. On a perdu beaucoup d'animaux. Il ne me reste plus que 30 ou 40% de mon bétail. Le reste est mort ou a été abattu. Le gouvernement sud-africain a décrété l'état de catastrophe naturelle pour la province du Cap-Nord. Il a promis de verser 18 millions d'euros, mais les habitants de la région trouvent que c'est bien peu. Et vous le savez, cette sécheresse est une des raisons de la prolifération des criquets pèlerins dans la région. Au Kenya, les stagiaires du Service national de la jeunesse reçoivent une formation pour lutter contre ces insectes sur le terrain. Les insectes détruisent les réserves alimentaires dans toute la région. Un peu d'amour en ce jour de Saint-Valentin pour terminer ce journal, mais d'amour des livres. Je vous propose d'aller à Kinshasa, la capitale de la RDC. Fête la 7e édition du Fête du Livre. Au programme, des débats, des ateliers, des spectacles pour mettre en valeur la littérature africaine et francophone, même si l'accès à la culture reste encore difficile dans le pays. Reportage de nos correspondants Juliette Dubois et Clément Bonan. À quelques pas de la place Victoire, la librairie Pêle-Mêle fait figure d'exception à Kinshasa. C'est l'une des seules de la ville et l'une des rares à vendre des livres d'occasion. Dadan Guita, le responsable, fait venir tout son stock d'Europe, car la RDC n'imprime quasiment aucun ouvrage. On a un entrepôt, on stocke des livres jusqu'à plus de 10 000 livres. On essaye de les emballer bien là, et puis on fait l'appel à un conteneur de Bruxelles, Anvers, jusqu'à Matadi. Il faut compter plus ou moins 6 500 7 000 € pour les conteneurs. Un coût qui se répercute sur le prix des livres, 5 $ par ouvrage en moyenne.
C'est moins cher qu'un neuf, mais cela reste hors de portée pour beaucoup de Quinois. Car en RDC, l'accès aux livres est un luxe, même les bibliothèques sont éloignées des quartiers populaires. Alors certaines misent désormais sur le numérique, comme la médiathèque de l'Institut français qui propose un catalogue de plusieurs milliers de e-books. C'est notre médiathèque en ligne. Vous avez des romans, vous pouvez trouver des bandes dessinées, des albums. Et les gens ont avantage d'emprunter et de lire en ligne à partir de chez eux à la maison. Améliorer l'accès aux livres passe aussi par la promotion de la lecture. C'est le combat de Soraya Odia, autrice et blogueuse. Elle anime depuis octobre un club qui se réunit chaque mois. J'ai dit généralement, je tombe sur les romans de Paulo Coelho quand j'ai un problème et quand je lis, ça répond, tu vois, au problème que j'ai. L'objectif, partager sa passion et surtout briser les clichés. Il y a une phrase ici où on dit que le Congolais n'aime pas lire. Alors moi, j'ai toujours été contre ça. Je me dis, on ne peut pas dire que je n'aime pas, par exemple, la raclette. J'ai jamais goûté. Pour Soraya et ses amis, pas de doute, la lecture est un plaisir qui se partage. Oui, c'est ainsi que se referme ce journal. Merci à tous ceux qui l'ont suivi de Bamako à Marrakech. Restez avec nous sur France 24.